Ouais, moi, si je peux réagir tout de suite. On a beaucoup parlé de la littérature ce matin. Ouais. Et bon, cette distinction un peu phénoménologique, disons, entre la catastrophe et l'apocalypse, c'est une question qui porte sur, bon, on peut constater à partir du réel, ça c'est la catastrophe, ça c'est la littérature face à la catastrophe. Et l'apocalypse, c'est un autre genre de réflexion à partir d'un réel qui n'existe pas. Donc, pas encore. C'est-à-dire, c'est quand même le littéraire qui est là, qui met les deux ensemble, et c'est ça ce qu'on a essayé d'évoquer ce matin, mais aussi tout le monde en a parlé, et toi tu as repris tout ça. Et juste 2 secondes, j'étais étonné d'entendre que c'est la littérature des romantiques allemands qui a jeté les bases ou a rendu possible le totalitarisme du XXe siècle. J'étais vraiment très étonné d'entendre ça, parce que les romantiques allemands, ce qu'ils ont fait, ils ont rendu à l'être humain la parole face à l'apocalypse. C'est-à-dire, c'est un moment où la littérature devient quelque chose qui peut être, je sais pas, producteur de l'esprit humain, à partir de l'humain, sans nécessairement penser à Dieu. C'est-à-dire, c'était une sorte de réflexion sur la puissance de la littérature au sein de la société humaine, qui n'était pas nécessairement organisée autour d'une théologie. C'est-à-dire, Schlegel, c'était ça son idée. Mais qui se substitue à la religion. D'accord, il n'y a pas de. C'est sûr que la littérature est libérée du poids institutionnel de la religion. Ça c'est sûr, c'est ça ce qu'il voulait faire. Et donc dire que la littérature romantique fournit la possibilité du totalitarisme, ça me semble comme dire, je sais pas, la faiblesse des chevaux a abouti à la création des voitures. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, ça ne s'ensuit pas. C'est juste ça. Pourquoi condamner les romantiques allemands? Non, je ne les condamne pas du tout. Moi. Je ne les condamne pas. D'ailleurs, j'ai tenu à insister que je ne tenais surtout pas à parler des romantiques allemands comme de pré-totalitaires et à condamner le romantisme rétrospectivement, comme si il fallait dire que c'était à eux la faute, les culpabiliser de ça. Je veux dire, ils sont pas plus responsables de... Rancière a écrit un petit essai où il montre que la psychanalyse est impensable en dehors sans cette condition de possibilité qu'a été l'invention de la littérature par les romantiques. On ne va pas rendre responsables les romantiques de l'invention de Freud. Mais il n'empêche que l'invention de Freud a sa condition de possibilité dans le romantisme, étant donné que le romantisme, tu dis que c'est quelque chose de laïque, tu les présentes un peu comme ça. C'est la réinscription de la transcendance dans un monde laïque. Oui, mais ils sont dans l'immanence en l'occurrence, plus que dans la transcendance. Mais l'immanence ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans le transcendantal, parce que il y a quand même l'idée d'une nature, d'un esprit de la nature. Est-ce que c'est ça la faute donc des romantiques? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait qui a rendu possible le totalitarisme? Non, écoute, bon, d'abord, cet appel à une mythologie nouvelle qu'on trouve dans le romantisme, cette construction du mythe de l'âge d'or comme mythe de l'âge d'or à venir, c'est vraiment
l'idée de sortir du monde moderne et de ses conflits pour faire advenir quelque chose qui soit un règne du bonheur de l'humanité. Et en l'occurrence, les seuls régimes qui ont eu cette prétention de se fonder avec le projet politique de sortir l'humanité de cette modernité conflictuelle, etc., c'est les régimes qu'on a appelés totalitaires, qui sont précisément antidémocratiques au sens où la démocratie est quelque chose qui serait l'institution du conflit dans les sociétés. Bon, il y a ça d'une part. Et ensuite, il y a d'autre part cette ambiguïté, à propos de la figure créatrice du poète, qui est d'une part qui a un arbitraire absolu, hein, c'est la façon dont le romantisme se fonde sur les théories de la subjectivité, de l'idéalisme allemand. Mais d'un autre côté, rapporte cette subjectivité à un esprit de la nature transcendantale dont il serait en quelque sorte le porte-parole. C'est ce qui fait dire à Rancière qu'il y a l'invention d'un inconscient esthétique, puisque le poète parle, est maître de sa parole, d'une part, et d'autre part, est le porte-parole de quelque chose qui nous dépasse infiniment. Et cette structure-là me semble à l'œuvre quand, par exemple, on lit des discours de Goebbels ou tels que j'ai pu en lire, notamment dans des articles, dans des textes de la Coulabart, où on voit que le chef totalitaire, c'est celui qui, à la fois, exerce sa domination avec l'arbitraire du tyran, des tyrannies classiques, mais est aussi celui qui est parlé, et là en l'occurrence par la vérité qui lui vient d'une nature raciale, hein, du peuple allemand dans le cas nazi, ou qui est parlé par le mouvement, l'esprit de l'histoire, dans le cas soviétique. C'était la distinction que faisait Arendt dans son essai sur le totalitarisme, en disant d'un côté la loi de la nature pour le nazisme, de l'autre côté la loi de l'histoire. Il y a cette même appel au transcendantal dans les régimes totalitaires qui fondent en droit l'arbitraire du chef, qui se prétend au service d'une loi de la nature. Et tu comprends que je suis en train de dire qu'il y a simplement un mode de pensée qui a fait de ces régimes-là des régimes d'un type nouveau dans l'histoire de l'humanité. Je crois qu'il n'y a personne qui conteste qu'on n'avait jamais eu de régime politique qui fonctionnait de cette façon-là, avec un effort d'emprise totale sur la société, parce qu'il y a aussi cette idée aussi
sujet d'un ego absolu qui s'étend à la société tout entière, qui fait qu'il n'y a plus de distinction entre le parti, l'État et la société. Je dis simplement, il ne s'agit pas de dire que les romantiques sont pré-totalitaires, je dis qu'ils ont inventé avec l'idée de littérature, comme ils l'ont théorisé, un mode de pensée qui a créé un système de culture dont fait partie la psychanalyse, dont fait partie aussi ce régime inédit dans l'histoire de l'humanité qui est le régime totalitaire. Voilà ce que... C'est une condition de possibilité. On reviendra là-dessus. Peut-être que vous avez des questions aussi. Mais, en fait, c'est un peu dans la même lignée, mais parce que je ne suis pas très sûre de comprendre en quoi, pour toi, ça en fait pas des traits totalitaires. Au sens où j'ai quand même l'impression qu'à partir du moment où tu mets en évidence les homologies-là, qui ont souvent d'ailleurs été mises en évidence, j'ai l'impression qu'il y a là comme une sorte de faute romantique qui serait inhérente à une certaine littérature. Donc, pour toi, il faudrait penser pouvoir se laver définitivement, comme si... non, parce que ça prend pas forcément un caractère politique. Je veux dire, ça peut prendre un caractère plus ça peut prendre un caractère religieux, en l'occurrence quand Hugo fait de Notre-Dame de Paris un personnage à part entière. Oui, mais quand tu distingues, enfin, à partir de Rancière, deux façons de penser l'articulation politique et esthétique, devenir vie de l'art ou politique la forme de résistance, on a quand même l'impression que pour toi, bon, tout ce qui participe d'un devenir vie de l'art est entaché par cette faute romantique et que dès lors, serait comme une bonne manière c'est vrai que tu l'as présenté comme ça. Mais ce devenir vie... je pense sincèrement que cette politique de l'esthétique qui consiste dans le devenir de l'art, oui, est devenue très problématique. Mais est devenue problématique, mais est-ce qu'on peut faire de l'art indépendamment de ça? Est-ce qu'on peut vraiment s'occuper de ça comme s'il y avait du côté un art propre qui serait complètement libéré de toute culpabilité par rapport à ça? Ça me semble aussi problématique de poser des choses comme celle-là. Non? J'ai pas forcément vu toutes les implications de cette démonstration, mais bon, déjà il faudrait souligner que la littérature moderne, la modernité a des avant-gardes notamment, des avant-gardes historiques, a eu une réception du romantisme très... à ce devenir vie de l'art. Il est beaucoup plus frappant dans les avant-gardes que dans le romantisme lui-même. Et c'est une relecture du romantisme qui le tire dans un sens. Ce qui ne veut pas dire que... il ne s'agit pas de jeter l'opprobre ni sur les... Mais il est question de dire que... il est question de dire que, par exemple, des auteurs comme les auteurs de témoignages issus des camps, ou les auteurs ou des gens qui n'ont pas écrit des témoignages, mais des œuvres marquées par la catastrophe comme celle de Paul Celan, sont des œuvres qui ont voulu se démarquer d'un certain régime, artistique. Et il me semble que c'est en particulier par rapport à
cette idée de faire sens avec une réalisation qui est le plus frappant dans... on retrouve pas ça chez ces auteurs-là. Volodine lui-même, dès qu'il a l'occasion de le dire, n'hésite pas à formuler qu'il fait une littérature politique, mais qu'il n'y a aucun appel à l'insurrection dans son œuvre. Et voilà, il me semble que la littérature est devenue problématique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière de la revaloriser. Et l'idéal émancipateur aussi. Oui, non, mais bien sûr, de toute façon, chez Volodine, il est question de ça tout le temps, mais il est plus question chez Volodine de nostalgie d'idéal que d'idéal. C'était juste un point par rapport à Rancière. Il me semble que dans Malaise dans l'esthétique, le devenir vie de l'art, ça peut être aussi. Il parle beaucoup d'esthétique relationnelle. Je ne me rappelle pas avoir vu Rancière prendre position pour le formalisme ou la forme résistante contre le devenir vie de l'art. Lui, pas du tout. Parce que c'est pas. Mon propos est polémique par rapport à Rancière. Puis sinon, j'essaie de penser à, je sais pas, un livre comme celui de Boris Groys, Staline, œuvre d'art totale, qui viendrait nourrir peut-être ta thèse là, de lire. Ouais, mais il est quand même problématique. Oui, non, mais je veux dire, dans la tentative de poser le romantisme comme condition de possibilité des totalitarismes, j'imagine que Staline, œuvre d'art totale, peut-être que ça fitterait. Non, mais là sauf que le livre de Boris Groys donne dans cette idée dans une condamnation des avant-gardes comme ayant collaboré de façon active au stalinisme, au point qu'il dit que le réalisme socialiste n'est qu'une reformulation des propositions des avant-gardes, qu'il n'y a pas de réelle rupture entre les deux. Il essaie d'expliquer comment les artistes sont intégrés au projet totalitaire, comme dans le nazisme, le rôle de l'art est fondamental pour régénérer la société. Non, là, moi, ce que j'ai trouvé les ouvrages les plus intéressants, c'est l'un, j'ai préféré par exemple les positions d'Éric Michaud, celui qui a écrit Un art de l'éternité sur, je crois que c'est le livre issu de sa thèse, en l'occurrence là sur le nazisme. Et réflexion aussi sur l'idée d'œuvre d'art totale qui vient du romantisme allemand. C'est la piste. Je me dis qu'il y a peut-être que tu essaies de suivre, c'est pour ça que je propose. Non, mais bien sûr, quand j'ai vu ça, j'ai répondu dessus. C'est la transcendance qui tombe là-dedans. C'est ça, plutôt le transcendantal que la transcendance. Parce que le transcendantal, en l'occurrence, il est dans... Et le sujet d'un savoir absolu. Bien sûr, la question de l'omniscience, d'un point de vue... un auteur de témoignage, il ne peut pas accepter de prendre un point de vue omniscient sur ce qui se passe dans le camp. C'est pas possible. Humainement et éthiquement et politiquement, c'est hyper discutable. Celui qui va... Ou alors... et le point de vue omniscient, c'est le point de vue du sujet absolu. Oui, mais c'est juste une question littéraire, c'est-à-dire l'omniscience, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que l'omniscience ne parle pas de soi, d'elle-même.
l'omniscience, ça sera toujours, si tu écris d'un point de vue... non, mais c'est une forme de sens. C'est juste un sens. D'accord, mais c'est un concept, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, l'omniscience, on présuppose quelque chose, mais c'est la proposition d'un point de vue transcendant. C'est juste ça. Donc c'est un présupposé, mais c'est un présupposé qui peut devenir problématique présupposé. C'est-à-dire, c'est juste un concept. Non, l'omniscience ne prouve rien sur la transcendance, ni la transcendance sur l'omniscience. Ça veut dire un témoignage très limité peut être en rapport avec le transcendant. Très limité. Un témoignage mais d'un fait qui a eu lieu et qui est, par exemple, difficile à expliquer. Ça veut dire que la transcendance ne se présente pas dans des formules totalitaires, enfin, ne se présente pas dans le totalitaire. La transcendance se présente aussi dans le fragmentaire, dans l'infiniment petit. Donc, je ne sais pas, nous avons une nouvelle transcendance qui est quand même... Ah, mais moi j'insiste sur la distinction entre transcendance et transcendantal. Oui, mais ça c'est une distinction conceptuelle aussi. Encore une fois, nous sommes quand même dans la maîtrise d'un langage rationnel. Parce que même si je dis transcendant ou transcendance, vous allez penser quelque chose. Donc, comme Benjamin dit, le concept, bon, je le formule, mais peut-être votre concept est différent du mien, je dois le définir pour que vous sachiez de quoi je parle, mais même comme ça, c'est assez difficile d'atteindre. Mais voyons ce que Benjamin fait, et nous allons revenir, parce que moi je veux parler un peu d'Adorno aussi, je crois que je vois que vous venez, mais il faut passer par Benjamin. Non? Je veux juste poser une question sur Volodine. Cette posture que Volodine prend pour conserver une position critique à l'art, ma question c'est quoi après Volodine? C'est-à-dire, il est le dernier, il prend la posture du dernier écrivain. Oui. Est-ce que nous sommes tous condamnés à prendre, tu vois, ou comme Blanchot d'ailleurs, le dernier homme, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que finalement nous sommes tous à est-ce que même après Volodine, pouvons-nous, est-ce que ça serait même éthique de pouvoir penser à un post-exotisme? Tout à fait. Mais en fait, justement, je pense que la figure du dernier écrivain est à déconstruire. Quand j'arrive à la fin de mon propos à poser la question de l'utopie, à la question de savoir ce qui reste finalement d'une possibilité d'articuler l'art sur le politique, en fait j'arrive à un point où il s'agit de déconstruire la figure du dernier écrivain pour la transformer en... déjà, je la fais dériver en parlant du paria, premièrement, et puis surtout du témoin. Le témoin, il y a de l'utopie dans les témoignages, même dans le témoignage d'Auschwitz, mais justement, c'est pour ça que je dis que le témoignage est vraiment quelque chose à quoi la littérature doit certainement beaucoup dans le mode d'être que j'essaie de définir et le fait que l'œuvre de Volodine elle-même puisse s'inscrire dans une tradition montre qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une transmission
qui fait que nous aussi est une chaîne dans la chaîne de parole. Et il insiste énormément dans ses textes sur le fait que doit circuler communication d'inconscient à inconscient. Et j'ai commencé d'élaborer une réflexion sur le fait que le mythe de l'âge d'or dans le romantisme, il est essentiellement conçu dans la fermeture, dans la clôture de l'œuvre. L'œuvre étant dans un rapport de fragment au tout, de représentation. Et je pense que si l'utopie peut se repenser après la catastrophe, c'est plus dans la clôture de l'œuvre, mais dans un rétablissement de la communication. Il y a je trouve assez emblématique l'image de la bouteille à la mer qu'on trouve chez Paul Celan dans ses textes critiques, dans ses textes en prose. Il reprend cette image à Mandelstam, un texte qui s'appelle De l'interlocuteur, et cette image de la bouteille à la mer, c'est vraiment l'image de l'œuvre comme adressée. Et donc, c'est là où il peut être intéressant de reconvoquer les réflexions sur la théorie de l'école de Constance, théorie de la réception, mais pas sur le récepteur concret et réel, mais sur la théorie du lecteur impliqué, celui qui est fantasmé par l'écrivain et qui essaie de concevoir une communication idéale, et où pourrait se reposer la question de la communauté. Parce que les personnages du post-exotisme, par exemple, si on les prend dans leur clôture, ils sont une communauté négative de parias. Ils sont au bord de l'extinction. Malgré tout, Volodine se prétend le traducteur. En fait, il présente son œuvre comme une œuvre de traduction en français de ses personnages. Donc il y a en plus déjà un système de chaîne de parole dans le dispositif de l'œuvre où il se prétend le porte-parole. Traversé par les voies de la nature, comme les romantiques. Non. Non. Non, par contre, il y a la question de la loi de la Révolution qui pourrait être une sorte de revisitation. Mais voilà, c'est cette question de la transmission, il me semble, qui est importante, qui est évidemment au fondement du projet de témoigner l'humain sur l'expérience. Cette question de la transmission est peut-être chez Jean Améry, on trouve cette image de faire du lecteur le prochain de la victime. C'est pas un truc scientifique comme l'organiseur, non. C'est pas le lecteur implicite, etc. C'est pas de cet ordre-là. Si, parce que si, il fantasme un lecteur bien sûr, qui fait partie des non-victimes du monde, comme il dit, qui va quand même se sentir concerné par ce qui lui arrivait et ce qui arrivait aux siens.
Mais c'est sûr qu'il y a un désir quand on écrit quelque chose, quand on témoigne de quelque chose, ben, c'est sûr qu'on veut être entendu. Ça va de soi. Lise dans son truc, ouais. J'ai vu plein de thèses sur des questions comme ça, les gens inventent n'importe quoi, parce qu'il faut... C'est qui le lecteur implicite? Bon, et on peut faire des thèses là-dessus, ça c'est sûr. Mais Améry, c'était pas ça. Améry, c'était vraiment celui à côté de moi qui n'allait pas mourir. Ouais. Donc c'est quand même ancré dans quelque chose de... C'est pas juste la vision stérile d'un lecteur dans 20 ans qui va finalement trébucher sur mon livre dans le couloir. C'est pas ça. Je pense que c'est juste une autre chose. Ça, c'est